Cher public, nous ferons aujourd'hui une petite pause, peut-être bienvenue, dans l'enquête sur les circonstances exactes de l'appel lancé par Athènes au Sénat romain face à l'agression de Philippe, comme aussi dans l'exposé des causes plus générales de l'intervention romaine contre le roi de Macédoine, prémisse d'une offensive dont l'ampleur, si elle avait été prévisible, eût frappé tout le monde de stupeur. Ce n'est pas seulement pour respecter les grandes lignes du programme annoncé pour cette suite de leçons que je marque ainsi un temps d'arrêt, mais surtout pour examiner de l'intérieur, sur un autre plan que strictement politique, la cause immédiate des violences dont Athènes, l'Attique surtout, fut le théâtre à partir de l'automne 201. Car, on va le voir, tout est parti d'un épisode de la vie religieuse, dans le cadre d'une cérémonie comptant parmi les fêtes les plus réputées, les plus secrètes aussi, de la cité d'Athènes, à savoir les mystères d'Éleusis. Cet épisode nous rappellera fort à propos, je pense, l'importance de la religion, même dans un État qui peut de prime abord apparaître comme passablement laïcisé, doté d'un régime politique qui se caractérise par une égalité de principe de tous les citoyens, qui fonctionne selon des règles de droit, y compris à l'égard des étrangers, qui protège son existence par des dispositions légales allant bien au-delà de la simple imprécation ou du meurtre autorisé. Bref, d'un État dont on est fondé à souligner le caractère moderne sur bien des points et dont on peut admirer en tout cas l'extraordinaire stabilité constitutionnelle. Y a-t-il dans l'histoire, j'entends hors du domaine de l'utopie, une constitution démocratique qui ait fait preuve de plus de résistance, en même temps que de souplesse, face aux aléas de la conjoncture, de plus d'équilibre, en fin de compte? À l'heure où il est de bon ton de s'apitoyer ou de dauber sur les malheurs de la Grèce contemporaine, en mettant en avant une prétendue incapacité congénitale des Grecs à se gouverner raisonnablement, ne craignons pas de répondre par la négative. Cela dit, ce serait une grave erreur de perspective que de regarder une cité grecque, si évoluée fût-elle à nos yeux, comme un État laïque ou visant à le devenir. La pratique religieuse est omniprésente dans l'Athènes antique, et elle ne l'est certainement pas moins en ce milieu de l'époque hellénistique qu'elle ne l'était au beau jour du siècle de Périclès. On en a vu bien des exemples, chemin faisant, à travers les auteurs, les monuments figurés et surtout les inscriptions. Le culte des dieux et des héros, des déesses et des héroïnes, est présent partout, dans le Prytanée, où se trouve le foyer sacré de la cité, comme dans le modeste feu qui brûle en chaque demeure. Car là aussi, il y a des divinités, s'exclamait, dit-on, le philosophe Héraclite, en accueillant des visiteurs qu'il avait surpris en se réchauffant dans sa cuisine, auprès de son fourneau. Einai gar kai entauta teus, un mot que le prince des épigraphistes, Louis Robert, avait su commenter naguère avec une érudition et une verve incomparables. Or, c'est justement en partant d'une inscription qui nous est déjà un peu familière, mais sur laquelle il y aura encore à dire dans la leçon et le séminaire de la semaine prochaine, que je voudrais évoquer quelques aspects des fêtes et des concours. Il s'agit en effet du beau décret pour l'Athénien Képhisodoros. Au nombre des décisions prises en l'honneur de ce grand bienfaiteur figure en tête de liste l'octroi d'une couronne d'or et sa proclamation solennelle par les soins des stratèges à l'occasion de 4 concours: les Dionysiens, les Panathénéiens, les Éleusinia et les Ptolémaïa. On peut lire Aneipen de ton Stéphanon touton Dionysion teton enastei kai nois tragodois kai Panathénaion kai Eleusinion kai Ptolémaion tois gumnikois agosi. Il est vrai que cette partie du décret n'est que partiellement conservée, mais les éléments qui en subsistent assuraient
dès l'édition Princeps de 1936, la restitution de l'ensemble, car la formule est fréquemment attestée durant tout le IIe siècle. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'elle se retrouve, cette formule, et mot pour mot, dans une inscription découverte pratiquement en même temps sur l'Agora, que ce décret pour Képhisodoros, mais ou lui plutôt ce décret sensiblement plus ancien. C'est la partie inférieure d'un décret honorant le peuple d'Éphèse et ses ambassadeurs. Et en effet, ce document, à l'interprétation duquel Louis Robert, le Micrasiate, avait passablement contribué dès 1938, remonte à la fin des années 220, immédiatement après la création des Ptolémaïens à Éphèse et à Athènes même, du vivant encore du roi Ptolémée III Évergète. Il constitue donc un précieux témoignage sur l'existence, dès alors, d'un ensemble bien constitué de 4 fêtes jugées les plus importantes, ou du moins les plus appropriées à la communication d'un message censé atteindre le plus grand nombre possible de citoyens comme aussi d'étrangers. Ces 4 fêtes, Eortai ou Panégureis, donnaient lieu à des concours, agones. Il ne faut point parler de jeu. Louis Robert, encore lui, a marqué à maintes reprises pourquoi ce terme de jeu, emprunté indirectement par le bien du latin ludus au vocabulaire des spectacles romains, ne convenait pas pour caractériser la série des épreuves qui forment le programme d'un agone grec. Mais ne parlons pas non plus, comme une certaine mode veut nous l'imposer aujourd'hui, de festival, qui n'est évidemment que le calque de l'anglo-saxon américain, festivals, et qui, en français, a normalement une toute autre signification, désignant des manifestations plus ou moins artificielles, sans aucun rapport avec ce qu'était un concours grec de type musical, aussi bien qu'athlétique. Car, introduite par une procession, pampé, culminant dans le sacrifice à la divinité, Thusia, avec le banquet qui s'ensuit, une fête grecque s'achève bien souvent par un concours, agone, qui est d'abord et fondamentalement une offrande anathéma au dieu que l'on honore. En l'occurrence, Dionysos au théâtre, Athéna Archégétis sur l'acropole, les 2 déesses Déméter et Corée en leur sanctuaire d'Éleusis, et enfin le roi Ptolémée divinisé. Ce dernier cas est évidemment sui generis. C'est une manifestation de ce culte des rois qui se développe à partir de la fin du IVe siècle à travers la création de nouvelles tribus, on l'a vu, mais aussi de fêtes. Dès la période de domination de Démétrios Poliorcète sur Athènes entre 295 et 287, il y avait eu, on s'en souvient peut-être, des Démétriéens couplés aux Dionysia. Cette appellation pouvait, dans une certaine mesure, jouer sur l'ambiguïté, car l'adjectif Démétriéos pouvait désigner aussi bien une fête de Déméter, divinité souvent associée de fait à Dionysos, qu'une fête honorant le tout-puissant roi Démétrios. Avec le terme Antigonéios, en revanche, comme déjà avec Alexandréios, bien sûr, il n'y eut plus d'équivoque possible. Des Antigonéens ne pouvaient être qu'une fête célébrée en l'honneur d'un roi Antigonos. Mais en Attique, il n'y a pas beaucoup de traces d'une fête ou d'un concours ainsi nommé. On a vu l'an dernier que des Antigonéens, pour Antigone Gonatas, n'avaient été créés qu'à l'extrême fin du règne de ce grand roi, vers 245. Leur existence même, d'ailleurs, était mise en doute, car on pensait n'avoir la preuve d'un culte instauré pour Antigone que dans l'œdème fortifié, avec la garnison macédonienne, de Rhamnonte, où ce roi se trouvait effectivement, on le voit à travers le décret, associé à la déesse locale Némésis, lors des Mégala Némésia, comme l'a enseigné
ce petit décret découvert il y a une vingtaine d'années et encore tout récemment étudié. Je crois cependant avoir pu montrer devant vous qu'une mention quasi certaine des Antigoneia devait être restituée dans un important document d'Éleusis qui nous fournit du même coup, si j'ai raison, la date assez précise de la création de cette nouvelle fête. On la célèbre là pour la première fois, justement, peu d'années avant la mort du roi en 239. Cela explique que les Antigoneia n'aient guère eu le temps de s'implanter dans la conscience politico-religieuse des Athéniens, puisque cette fête, si elle fut assurément maintenue durant les 10 années du règne de son fils et successeur Démétrios II, dut être célébrée alors comme en sourdine, faute de moyens, ou même être temporairement mise en veilleuse. Comme le montre, pour Rhamnonte, un document bien connu, le décret honorant vers 235 l'officier athénien Dikaiarchos, récompensé pour avoir, entre autres choses bien sûr, pour avoir fourni des victimes à sacrifier lors de la fête de Némésis et du roi, certainement le défunt Antigone, quand les sacrifices, dit l'inscription, avaient été interrompus à cause de la guerre. Ekleipousson ton tusion, diaton polémon. Ce qui est sûr, c'est que la célébration des Antigoneia fut définitivement abandonnée au lendemain de la libération de 229, alors qu'en d'autres régions, des fêtes de ce nom furent créées peu après en l'honneur du nouveau roi Antigone d'Ozone. Théoriquement, donc, durant la brève période allant de 245 à 229, des décrets attiques auraient pu mentionner cette fête, à supposer qu'elle était assortie d'un concours, comme il est très probable, associé aux Dionysia, aux Panathénaïa et aux Éleusinia. Mais je ne sache pas qu'une telle inscription existe à ce jour, puisque pour cette époque font totalement défaut, ce qui ne saurait être tout à fait fortuit, des décrets pour les citoyens ayant bien mérité de leur patrie et donc dignes d'être récompensés par l'octroi des plus grands honneurs à proclamer lors des principaux concours de la cité. Il est bien plus probable, en réalité, que cet ensemble constitué de 4 concours, cette tétrade, si l'on veut, n'a pris forme qu'au moment de la création des Ptolémaïas en 224. Ce qui le suggère, sans le prouver encore, c'est que le décret de 225, une année avant, pour l'ambassadeur Prytanis de Charistos, qui certes fut honoré plus modestement que ne l'était un citoyen bienfaiteur, stipule que la couronne votée à cet étranger aura à être proclamée aux Dionysie lors du nouveau concours de tragédie et aux Panathénées lors du concours gymnique. 2 fêtes seulement. On le voit, et évidemment, à pareille date, aucune fête liée au culte royal, que ce soit pour les Antigonides ou pour les Lagides. L'absence des Éleusinia est chose notable. On peut en inférer provisoirement que c'est seulement au milieu des années 220 que le concours d'Éleusis a été ajouté en même temps que les Ptolémaïas aux 2 concours de base, on peut dire, pour la proclamation des honneurs. Un demi-siècle plus tôt, et même, là, dans le cas des plus grands évergètes cette fois, ainsi pour le fameux Callias de Sphétos, honoré en 269, il n'y a effectivement que 2 fêtes pour la proclamation. Ce sont les grandes Dionysies, plus particulièrement ce concours dit nouveau, Kainos Agone, qui paraît avoir été le clou de la fête lorsque les acteurs les plus réputés pouvaient donner libre cours à leur talent en interprétant les tragédies du répertoire classique. Ce sont en effet les Palaiai, les tragédies anciennes, et non pas les créations récentes qui, selon toute apparence, constituaient la matière de ce nouveau concours scénique, innovation probablement consécutive à la victoire de 279 sur les Celtes, selon une hypothèse récemment émise par l'épigraphiste italienne Daniela Summa. On constate donc
par rapport à l'usage encore attesté à la veille de la période d'occupation macédonienne en 261, un accroissement sensible, du simple au double, du nombre des moments et des lieux dévolus à ce que le grec appelle une anagoresis, une proclamation publique. Tout se passe, me semble-t-il, comme si, une fois délivrés de la tutelle étrangère en 229, les Athéniens, galvanisés, avaient ressenti le besoin de faire savoir plus largement comment la cité entendait récompenser, dorénavant, les plus éminents de ses euergetai. Il apparaît d'ailleurs que cette évolution fut en partie l'œuvre des citoyens susceptibles d'être un jour l'objet de cet honneur, comme précisément Képhisodoros. En tout cas, on a les meilleures raisons de penser, on y reviendra encore, que cet homme politique très en vue à la fin du IIIe siècle ne fait qu'un avec le Képhisodoros, fils d'Aristodémos, d'Udème de Xypétée, qui, en même temps qu'il proposait en 228 déjà, la date est sûre, un décret pour le petit-fils d'un grand évergète étranger, Timosthenes de Charistos, rappelait en préambule les dispositions légales en matière d'octroi du plus haut et rare privilège, celui de la citésis, autrement dit, le fait d'être nourri sa vie durant au Prytanée. C'est à la même tendance que l'on peut rattacher, me semble-t-il, une autre évolution concernant les concours de la cité. C'est un accès plus largement ouvert à la proédria, c'est-à-dire au privilège de siéger au premier rang de tous les agones. On constate en effet que dans les décrets votés annuellement en leur honneur, les éphèbes reçoivent de plus en plus régulièrement ce privilège. Il y en avait certes un exemple isolé dans un décret pris en l'an 267-6 déjà, pour des éphèbes donc, mais cette exception, si c'en est une, comme il semble, car notre documentation reste lacunaire pour cette époque, s'expliquerait assez aisément par les circonstances. On est là en pleine guerre de Crémonides, et l'on apprend en effet que les éphèbes ont participé activement aux opérations militaires, Polémos, en assurant la garde du Mouseion, la colline des Muses, ce point stratégique du système défensif athénien. Il est sûr en tout cas que les éphèbes de l'année 243, récompensés l'année suivante par un décret connu, depuis relativement peu de temps, ne reçurent pas ce privilège. Et il en va encore ainsi dans un décret datant de l'année 214-3, décret que nous avions examiné il y a quelques semaines en séance de séminaire. Pas de proédria. Ce qui paraît prouver que l'innovation n'est pas à mettre en rapport avec la libération de 229, comme cela a été un peu imprudemment suggéré dans l'ouvrage que je vais citer dans un instant. Mais les choses changent, assurément, dans le courant de la décennie suivante, entre 214 et 204. Dans un décret de même type, honorant les éphèbes de l'année de Diodotos, c'est-à-dire 205-4 ou 204-3, on constate en effet deux nouveautés. En premier lieu, l'anagoresis, la proclamation des honneurs, se fera à l'occasion des Dionysies urbaines, des Panathénées et du concours gymnique d'Éleusis. Autrement dit, lors des mêmes concours que pour les grands bienfaiteurs, mis à part les Ptolémaïas, dont l'émission est à vrai dire fréquente. D'autre part, la proédrie est octroyée aux éphèbes dans tous les concours qu'organise la cité, aux lignes 37-38. Uparkein, de autois, kai proedrian, empasi, tois agosi, ois et polis titesi. À partir de cette date, l'octroi de la proédrie devient la règle, autant que le voit, car nous n'avons évidemment pas la série complète, année après année, de tous les décrets. Et deux spécimens du début du IIe siècle restent toujours inédits, 30 ans après leur trouvaille dans les fouilles de l'Agora. L'évolution est donc significative, mais on en a tiré naguère
une conclusion que je confesse ne pas pouvoir partager aisément. Dans sa thèse intitulée « Éducation et société à Athènes », paru en 2006, ouvrage qui porte sur la période 229-88 avant Jésus-Christ, M. Éric Perrin-Samina-Dayar a émis avec confiance l'opinion que voici. Par l'octroi régulier de la proédria, les Éphèbes auraient été assimilés aux bénéficiaires des Mégistai Timai. Il est évident, écrit-il, page 58, que les Éphèbes des années 229-167, cette affirmation chronologique n'est en tout état de cause point rigoureusement exact, sont reconnus par l'ensemble de la communauté civique au même niveau que les grands évergètes. Il y a là un élément essentiel pour expliquer l'attachement des Athéniens à l'éphébie, même transformée. Fin de la citation. Certes, on reconnaît notre jeune collègue, pour qui, bien entendu, j'ai la plus vive estime, les Éphèbes ne reçoivent ni l'eikone, la statue portrait de bronze sur l'agora, ni la citésis, la nourriture au prytanée. C'est que leur nombre, nous dit-on, interdisait que l'on songeât à leur conférer de si coûteux privilèges. Mais pour compenser l'absence de statue, il y aurait eu comme un substitut sous la forme de l'octroi du droit d'ériger un monument commémoratif sur l'agora, monument qui serait un tableau du cosmètre, celui-ci étant le principal responsable, on l'avait vu, de la formation éphébique. Il y a là, je le crains, une méprise sur le sens de l'expression que Christian Habicht a su retrouver, voici une dizaine d'années, dans plusieurs décrets, à commencer par celui de 214, où la formule avait été méconnue. Le pinax, dont l'anathésis, la consécration, était autorisé, n'était certainement pas un portrait peint du cosmètre, dont le nom du reste n'apparaît pas dans ce contexte, mais une tablette écrite comportant peut-être le palmarès des victoires remportées par les Éphèbes de la promotion honorée. Le prétendu substitut n'existe donc pas. Et l'absence de la citésis suffit à montrer que la soi-disant assimilation des Éphèbes au plus grand bienfaiteur repose sur une base ruineuse. Si j'ai cru devoir, sans trop de ménagement, combattre cette hypothèse, c'est qu'elle sous-tend en partie la conception que l'auteur s'est faite de l'éphébie attique à la fin, ou plutôt dès la fin du IIIe siècle. Une institution ayant perdu à peu près toute sa signification, tout juste bonne à permettre à une poignée de fils à papa d'accéder d'emblée, et sans le moindre effort, sinon celui de parader, aux plus hautes distinctions. Il ne s'agit certes pas de contester l'évolution de l'éphébie, son caractère élitiste, son côté école de cadre, mais justement, la première tâche des Éphèbes reste, à l'époque où nous sommes, vers 200 et après encore, de se former à la vie civique et surtout militaire, de manière à pouvoir assumer avec compétence et générosité les plus hautes magistratures. C'est pourquoi, à partir d'une certaine date, il fut jugé utile de les inviter à occuper tous ensemble une place d'honneur lors des concours. On le rejoignit plus tard, mais non pas dès 214, ainsi qu'on le croit un peu trop aisément, à assister en armes aux séances de l'Assemblée du peuple. L'idée qu'en raison même de cette participation plus active à la vie politique, voire mondaine, les Éphèbes ne recevraient déjà pratiquement plus alors de formation militaire, me semble contredite par les mentions qui sont faites régulièrement des instructeurs. Et si l'armée athénienne n'était peut-être plus ce qu'elle avait été, ce qui reste d'ailleurs à prouver, rien n'indique qu'aux yeux des Athéniens, le métier des armes ait perdu tout prestige, comme le laisse entendre l'auteur de la thèse. En tout cas, l'octroi de la proédria dans tous les concours, privilège qui tend d'ailleurs à se banaliser en dehors d'Athènes également à la fin du IIIe siècle, ne saurait être considéré comme la preuve, ou même seulement l'indice, que les fils de bonne famille étaient mis sur un piédestal dès leur sortie de l'éphébie, si ce n'est au berceau déjà.
Les considérants des décrets votés pour les grands bienfaiteurs montrent au contraire qu'il leur fallait être très actifs pendant 3 décennies au moins pour mériter les megistai timai. Et c'est le même langage, me semble-t-il, que parlent, à leur façon, les décrets émanant des cavaliers pour un hipparque, dont 2 bons spécimens seront commentés tout à l'heure par M. Christophe Feyel. Revenons donc maintenant aux concours eux-mêmes. Il faut dire un mot des Ptolémaïas, certainement le moins connu des 4, parce que de beaucoup le plus récemment créé et appelé également à disparaître le premier après un siècle tout de même d'existence, jusqu'à la veille de la guerre mithridatique et la prise d'Athènes par Sylla en 86. On ne sait pas grand-chose à leur sujet, pas même, de façon sûre, l'endroit où ils se tenaient et leur périodicité exacte. Aussi me suis-je demandé s'il ne conviendrait pas de situer leur tenue au Pirée, ce qui irait dans le sens d'une certaine décentralisation observable à cette époque par rapport à la ville même d'Athènes, lieu de célébration de 2 des autres grands concours, les Dionysies et les Panathénées. En même temps qu'on étendait à Éleusis, avec l'ajout des Éleusinia, l'espace des proclamations publiques, on pourrait avoir eu à cœur de faire la même chose pour le Pirée, promu, on s'en souvient, au statut de seconde police, en décidant d'y établir, avec les Ptolémaïas, le centre du culte d'une divinité transmarine, en quelque sorte, puisque l'aide égyptienne était toujours arrivée à Athènes par la voie maritime. Une autre raison de songer au Pirée, c'est que les Ptolémaïens entretenaient apparemment quelques liens, mal définis encore, avec les Diogénéia, concours plus modestes, institués vers la fin du IIIe siècle au plus tôt, en l'honneur de l'officier qui, en 229, on s'en souvient, avait permis aux Athéniens de pouvoir racheter à un bon prix, certes, 150 talents, leur liberté. 150 talents, c'était quand même 5 fois plus que le prix de vente de l'île d'Égine au roi Attale, dont on avait parlé la semaine dernière. Or, ce Diogénès était le commandant des garnisons macédoniennes ou Pirée et des places qui en dépendaient. Mais ce ne sont, je le reconnais, que des indices encore insuffisants, puisque le nom des Ptolémaïens ne se trouve jamais associé explicitement à celui du Pirée dans les documents dont nous disposons actuellement. L'opinion communiste, implicitement d'ailleurs exprimée le plus souvent, est que ce concours avait lieu dans le gymnase dit de Ptolémée, ou Ptolémaïon, situé à un endroit encore inconnu en bordure de l'Agora. Et c'est dans ce vaste complexe qu'a pu se trouver aussi, on l'avait vu, le Diogénéion Gymnasion, le gymnase de Diogénès. Ce qui peut parler en faveur de ce gymnase, c'est le caractère paramilitaire d'une partie au moins des épreuves constituant les Ptolémaïas, dont le programme athlétique nous est encore fort mal connu, faute de posséder le moindre catalogue de vainqueurs, à la différence de ce que l'on a désormais à la même époque pour les Panathénées comme pour les Théséias, faites de la cavalerie. J'essaierai de tirer parti de ces listes dans une prochaine leçon. Des inscriptions trouvées récemment dans la forteresse de Rhamnonte ou en provenant à coup sûr nous ont toutefois apporté un peu de lumière sur le contenu de ces Ptolémaïas. L'une d'elles, à en juger par l'écriture, vous l'avez sous les yeux, doit être de peu postérieure à la création de la fête en 224 ou 223. C'est la dédicace d'un citoyen de Milet, très certainement un mercenaire, qui avait remporté la victoire, Ptolémaïa Nikésas. Or, le fait que soit mentionné le stratège en exercice cette année-là, stratéguntos un tel, et la nature probable de l'offrande,
une torche de bronze, d'après le type du support, permet de penser qu'il s'agissait d'une victoire d'équipe dans une épreuve de course au flambeau, l'ampadedromia. Cette impression est confirmée par des piliers votifs plus tardifs, datant de la fin du IIe siècle, vous voyez aussi un peu plus élaborés, où le dédicant se trouve être le stratège lui-même, patronnant en quelque sorte la victoire à la lampas, précisément à la lampadedromie, de 3 équipes placées sous ses ordres. L'une constituée de citoyens résidents à Rhamnonte, la seconde de citoyens garnisaires, la troisième de mercenaires étrangers, les 2 premières l'ayant emporté justement au Diogénéia, la troisième équipe au Ptolémaïa. Ce concours était donc en partie au moins ouvert aux représentants des unités étrangères, xénoi ou paroikoi. Le rôle que pouvaient y jouer les éphèbes n'est pas très clair, mais du moins sait-on qu'ils avaient la possibilité ou le devoir d'y assister au premier rang des spectateurs. En dehors d'Athènes, cette fête ne jouissait sans doute pas d'un très grand prestige, car elle n'avait rien de bien spécifique. Il existait des Ptolémaïas infiniment plus célèbres à Alexandrie d'Égypte. On peut cependant inférer du décret athénien pour le peuple d'Éphèse, déjà allégué il y a un instant, que la création du concours avait été dûment annoncée jusqu'en Asie mineure, au moins dans ces cités parentes d'Athènes qu'étaient les villes de l'Ionie. Mais rien ne prouve qu'ensuite les Ptolémaïens aient fait l'objet d'une épangélia, d'une annonce régulière avant chaque édition de la fête. Le rayonnement de ce concours à l'étranger semble avoir été assez faible. Il n'y a toujours, que je sache, qu'une inscription pour attester, peu après l'an 200, la participation occasionnelle d'athlètes réputés. C'est à Argos, le palmarès d'un vainqueur à la course, dans les principales joutes sportives de l'époque, les concours stéphanites ou sacrés. On notera que les Ptolémaïas en Athénaïs y sont rangés à la suite immédiate des Panathénées et des Éleusinie, c'est-à-dire des 2 autres concours gymniques formant, avec le concours musical des Dionysies, ce que j'ai appelé la tétrade athénienne. On possède en revanche plus de témoignages indubitables sur le prestige, évidemment, dont les Panathénaïas et les Éleusinia continuaient alors à jouir. À cet égard, et bien que se rapportant à une période à peine plus tardive que l'époque qui nous intéresse directement ici, un passage de Polybe, qui est dans votre dossier, mérite d'être signalé, car il montre bien ce qu'était l'annonce de ces concours à travers tout le monde grec par le moyen d'ambassades sacrées ou théoriae. Cet auteur nous rapporte en effet qu'en 169, à un moment critique de l'histoire du royaume des Lagides, plusieurs ambassades se trouvaient séjournées à Alexandrie quand le jeune roi Ptolémée VI essuya un cinglant échec militaire face au roi de Syrie Antiochos IV qui avait réussi à atteindre les bouches orientales du Nil pour négocier une paix honorable. Les conseillers de Ptolémée prirent le parti d'envoyer au vainqueur une députation formée des ambassadeurs grecs alors en Égypte. Or, parmi ces ambassades, il y en avait 3 qui avaient pour objet exclusif l'annonce d'une fête. C'est ainsi que la Confédération achéenne, dont Polybe aime toujours à faire mention, avait 2 ambassades, presbeiae ditae, dont une députation sacrée, pour annoncer la tenue prochaine des Antigonéias, fête à travers laquelle les Achéens entendaient manifester, avec un brin de provocation peut-être à cette date, leur fidélité à la mémoire du roi Antigone d'Ozon, décédé 40 ans plus tôt, quand bien même son second successeur, le roi Persée de Macédoine,
fut alors à la veille d'être définitivement vaincu par les Romains à Pydna. Les Athéniens, eux, outre l'envoi d'une ambassade ayant un autre objet, étaient venus annoncer 2 concours, et cela, chose remarquable, par le biais de 2 théories, théoriae ditae, qui étaient tout à fait distinctes, alors que les 2 fêtes devaient avoir lieu dans le cours du même été. Pour les Panathénées, il y avait, nous dit l'historien, une théoria emmenée par un athlète réputé, le pancratiaste Callias. Il est amusant de noter qu'un homonyme, le grand Callias de Sphétos, avait occupé la même fonction de chef de la théorie, Archéthéoros, un siècle plus tôt à Alexandrie. Preuve que l'on choisissait toujours un personnage des plus distingués, élu ex apanton ton Athénaion, pour accomplir cette mission aussi honorifique que coûteuse. Pour les mystères d'Éleusis, la théoria était emmenée par Cléostratos, un Athénien faisant à coup sûr partie de l'un des 2 clans sacerdotaux, le génos des Kérikès et celui des Eumolpidae, à qui étaient réservées, par tradition, les plus hautes fonctions du culte éleusinien, au nombre desquelles était précisément la spondophoria, le soin d'annoncer la trêve sacrée, spondai, des mystères. Une inscription d'Éleusis l'atteste expressément. Un autre document éleusinien fait état, dès avant l'apparition, au milieu du IVe siècle, du mot spondophoros, de ceux des Eumolpides et des Céris qui ont annoncé la trêve sacrée. Tous epageilantas tas spondas Eumolpidon kai kerukon. C'est pourquoi, en 169, à Alexandrie, il y eut 2 ambassades, ditae, théoriae. L'athlète Callias n'étant sans doute pas habilité à revêtir la charge de spondophoros, tandis qu'à l'inverse, un spondophoros éleusinien aurait peut-être pu s'acquitter aussi de l'annonce des Panathénées. De fait, ce terme typiquement, sinon exclusivement athénien de spondophoros, paraît avoir finalement désigné tous les ambassadeurs sacrés d'Athènes, quelle que fût la fête annoncée. Louis Robert l'avait fait ressortir en 1960 en montrant que dans le décret attique pour un neveu du philosophe Chrysippe, le stoïcien, Aristocréon de Séleucie, résidant à Antioche de Syrie, document qui date aujourd'hui des alentours de 200 avant Jésus-Christ, la restitution ton théorone dans une lacune avant spondophoron, quoique proposée par l'excellent Adolphe Wilhelm, n'était bonne qu'en apparence. À la réflexion, en effet, il serait peu compréhensible que pour tester les mérites de cet étranger, on ait pris seulement en compte le témoignage des ambassadeurs sacrés, rangés au surplus en 2 catégories, sans alléguer celui des ambassadeurs, tout simple, si j'ose dire, des ambassadeurs politiques. Dès lors, c'est bien plutôt le mot presbéon, équivalent plus court de presbeuton, qu'il convient de restituer ici. Même chose dans un document qui est aussi dans votre dossier, spécialement étudié par Louis Robert, un décret pour un officier séleucide, où le même problème se présente. Avant Spondophorois, c'est presbeutais qu'il s'agit de restituer. À Athènes, il n'y aurait donc pas eu de théoroi à distinguer des spondophoroi. On en a l'indice assez net dans un décret connu depuis bientôt un siècle, qui émane de la petite cité de Gonoï en Thessalie, à la frontière de la Macédoine. On y honore, et vers la fin du IIIe siècle justement, un personnage qui, dans cette cité, s'est porté volontaire pour assurer à l'avenir l'accueil des ambassadeurs venant annoncer les fêtes athéniennes. Le titre porté par ce personnage est certes Théorodokos,
non pas spondophorodokos, un terme qui n'existe pas, car de façon très générale, dans le monde grec, ces ambassadeurs sacrés étaient appelés théoroi ou théaroi. Mais on voit par cette inscription même que tel n'était décidément pas le cas à Athènes. Sur la même stèle, en effet, a été gravé aussi le décret par lequel les autorités athéniennes entendaient récompenser de tels théarodoques. Or, là, c'est le terme spondophoroi qui est employé pour tous les ambassadeurs sacrés, ceux des Panathénaïens, aussi bien que ceux des Éleusyniens et des mystères. Ces fêtes, ou ces trois fêtes, devaient faire chacune l'objet d'une épangélia particulière. Et l'on a fait observer récemment que l'ordre dans lequel sont énumérés ici doit correspondre à celui de leur célébration saisonnière. D'abord les Éleusyniens, à l'époque de la moisson, au mois de Targélion, mai à peu près, puis les Panathénées au cœur de l'été, en Hécatombaion, enfin les mystères d'Éleusis au début de l'automne, en Boédromion. Car à Éleusis, deux grandes manifestations religieuses rythmaient le cours du temps. Mais elles étaient célébrées l'une et l'autre tantôt sous une forme mineure, tantôt sous une forme majeure. Si les mystères eux-mêmes avaient lieu chaque année, la cérémonie connaissait tous les 4 ans une ampleur particulière. C'étaient les Megala Mysteria. On retrouve une opposition semblable dans le cas des Éleusynia, c'est-à-dire de la fête liée au concours gymnique. Au mystère, il n'y a pas de concours. Là aussi, on connaît des Megala Éleusynia, dont la périodicité est penthétérique, comme on dit, avec une célébration au retour de la 5e année, donc tous les 4 ans, selon notre façon de compter. En relisant dernièrement le décret des garnisaires d'Éleusis pour le stratège Démaïnétos, on a pu voir en séminaire que ce personnage avait certainement pris grand soin, car la chose ne saurait être imputée au simple hasard, de se faire élire à 3 reprises pour les années où étaient organisés des mégala Éleusynia, soit en 218, 214 et 210, comme il ressort de la nouvelle chronologie des archontes de cette décennie. Cela a permis à Démaïnétos de donner toute la mesure de son efficacité et de sa générosité lors de la célébration de cette fête, en veillant aussi, chaque fois qu'il était stratège pour la région d'Éleusis, à assurer le bon déroulement de la cérémonie des mystères, la télété, on le voit à la fin, la télété ton mysterion, où l'affluence était sans doute plus considérable encore. Il est certain, néanmoins, qu'existait, à côté de la penthétéris des Éleusynia, un concours qualifié de triétéris, célébré lui aussi tous les 2 ans, sans doute de façon un peu plus modeste, encore que pourvu d'une épreuve hippique, hippodromia. Le spécialiste des inscriptions d'Éleusis, qui est Kevin Clinton, avait montré naguère, à partir d'un conte datant de l'année 329-8, que cette triétéride prenait place au milieu de l'intervalle de 4 ans, séparant 2 éditions de la penthétéride. Ce qui fait difficulté, faute de documents en nombre suffisant, c'est de déterminer si les 2 fêtes étaient également annoncées à l'étranger. Le même problème se pose d'ailleurs dans le cas des Panathénées, où l'on a aussi des grandes Panathénées tous les 4 ans et des petites Panathénées annuelles, Cathénia automne. En 169, pour revenir à Polybe, donc à Alexandrie, au lendemain des grandes Panathénées de l'année 170, on pourrait supposer a priori que l'ambassade athénienne, chargée de l'annonce de cette fête, fit connaître toutes les manifestations du cycle à venir, donc aussi bien les éditions mineures prévues pour 169, 168, 167, que la grande fête d'ores et déjà agendée, si l'on ose dire, pour 166. Mais cette opinion se heurterait au fait que l'autre ambassade, sacrée, Théoria, envoyée alors à Alexandrie, avait pour seule mission d'annoncer les mystères, ou plus exactement la trêve sacrée de cette fête, les spondai.
sans qu'il fût mention des Éleusinia, pourtant célébrés eux aussi annuellement. Polybe aurait-il simplifié un peu les choses, à la bonne heure, direz-vous? Ce n'est pas impossible. Ce qui est sûr, c'est qu'il a utilisé le mot commun théoria pour toutes ses ambassades, alors qu'à Athènes, le terme spécifique était, on l'a vu, spondophoria. Attirons enfin l'attention sur une information remarquable, et d'abord mal comprise, mais élucidée ensuite par Wilhelm et Robert, que fournit un décret d'Éleusis honorant le hiérophonte Kérétios, car ce très haut dignitaire du clergé éleusinien est récompensé pour avoir à chaque fois copié avec soin, apographène, à l'usage de ceux qui partaient pour l'étranger en vue d'y accomplir une spondophorie, le texte même de l'annonce à faire. Celle-ci était donc une affaire délicate où rien ne devait être laissé à l'initiative des ambassadeurs, sauf à adapter tout de même le texte aux lieux et aux circonstances. Avant d'en venir, pour terminer, à l'épisode éleusinien qui a joué le rôle de détonateur dans l'entrée en guerre des Athéniens, il faut encore dire quelques mots du déroulement de la cérémonie des mystères au sein du sanctuaire d'Éleusis. Bien entendu, on ignore beaucoup de choses, et peut-être l'essentiel, puisque le rituel ne pouvait être révélé aux non-initiés. Comme Pausanias, au IIe siècle de notre ère encore, se voit obligé de prévenir son lecteur. Livre 1, chapitre 38. Ce qui se trouve à l'intérieur du mur du sanctuaire, notamment dans l'espace central, la cour du Telestérion, un songe m'a détourné d'en rien dire, et ceux qui n'ont pas subi l'initiation n'ont même pas le droit d'avoir des informations sur tout ce dont la vue leur est interdite. Mais du moins sait-on, et pour l'époque même où survint le drame, à qui incombait la célébration de cette cérémonie, car deux décrets, l'un et l'autre votés par le Conseil et le peuple d'Athènes en l'an 214-3, sous l'archontat de Dioclès, nous en instruisent assez précisément. Le premier, le plus important, le plus connu, depuis longtemps, découvert à Éleusis même, honore les deux préposés annuels au mystère, les Epimeletai ton Mysterion. Un membre des Céris et un membre des Eumolpides. Et on les honore pour la générosité avec laquelle ils se sont acquittés de leurs diverses tâches, en accomplissant les sacrifices, en fournissant des victimes à leurs frais, notamment l'attelage, to zoigos, du char destiné à transporter les objets sacrés depuis Athènes, en s'occupant aussi de conduire au sacrifice le taureau des Éleusinia, ce qui prouve que les préposés au mystère pouvaient à l'occasion intervenir dans cette fête, les Éleusinia, qui n'étaient pas, à proprement parler, de leur ressort, étant quelque chose de tout différent. Le second décret n'a été publié qu'en 1979 et il ne concerne qu'indirectement les mystères, puisque ce sont les éphèbes qui sont là honorés. On les félicite en effet d'avoir participé de manière pieuse, eusebos, à la télété, le mot est spécifique pour la fête de la cérémonie éleusinienne, qui se déroule à l'intérieur du grand Telestérion. En renvoyant à ce document, le spécialiste de la religion athénienne, qu'est John Michelson, note dans sa synthèse de 1998 que les éphèbes sont loués pour avoir obéi aux ordres du basileus et justement aux ordres aussi de ces épimélètes des mystères. Mais si le lecteur se reporte comme il convient au texte lui-même, c'est ce que nous avions fait au séminaire, il s'aperçoit que la phrase en question a été diversement restituée à partir de ligne 11. Le supplément adopté sans discussion par Michelson porte assurément la signature éminemment recommandable
de notre collègue Philippe Gautier, qui proposait avec prudence, en 1985, d'écrire dans cette lacune, avant donc autois, kataper parangeilan, autois, o te basileus, kai oiton mysterion epimeletai, comme le leur ont ordonné le roi et les épimélètes. Mais j'ai fait valoir contre cette restitution que le verbe parangelein, avec sa connotation militaire, n'était pas tout à fait en situation dans ce contexte. Des épimélètes pouvaient-ils au surplus donner des ordres aux éphèbes, placés sous le commandement de leurs cosmètes et aussi des stratèges. Le caractère militaire est tout à fait clair. Il me semble donc que l'on a eu tort d'oublier la suggestion faite d'emblée par Jeanne et Louis Robert dans leur bulletin épigraphique, à savoir Katos apomartu roussin autois, o basileus, etc. Si l'archonte roi, haut responsable des affaires religieuses dans la cité athénienne, est mentionné ici, c'est que président au mystère, avec les épimélètes, c'est même sa première tâche, selon l'Athénaïon Politeia aristotélicienne, 57.1, il a été en mesure de témoigner apo martureo, avec ses collaborateurs, que lors de cette cérémonie ultra secrète, les jeunes gens s'étaient parfaitement bien conduits. Cela, le basileus, flanqué de ses deux acolytes, le Molpide et le Céris, était seul à pouvoir le dire devant le conseil de la cité sans risquer de commettre un sacrilège. Nous voilà donc peut-être en situation, non pas certes de comprendre, ce serait beaucoup dire, mais de juger le plus équitablement possible la désastreuse mésaventure dans laquelle le peuple athénien fut entraîné en l'an 201 en relation avec la célébration des mystères. Le seul récit que nous en ayons n'est pas, il faut bien en prendre conscience, des plus sereins. Bien qu'il remonte pour l'essentiel, tout le monde est d'accord là-dessus, à Polybe. Dès l'abord, en effet, on sent chez Tite-Live, vous avez ce texte dans votre dossier avec la traduction, dans son exposé des causes de l'intervention romaine en Grèce, une prévention à l'égard des Athéniens. Prévention qu'à l'évidence, il a dû emprunter, comme tout le reste, à son modèle perdu. Car lui, Tite-Live, n'avait pas de raison personnelle, près de 2 siècles après les événements, d'éprouver tant d'acrimonie à l'égard d'Athènes, même si la conduite de cette cité, plus tard, lors de la guerre mithridatique en 87-86, avait pu le prévenir contre elle. On le saurait mieux si cette partie de son œuvre n'avait pas sombré. Qu'on en juge plutôt en lisant son texte. Les Athéniens s'étaient attirés la guerre avec Philippe pour un motif hors de proportion avec une telle conséquence. Aut quaquam digna causa. En gens qui, dans le désastre de leur ancienne fortune, ex vertere fortuna, n'avaient conservé, ou plutôt ne conservent, que leur orgueil. Nil praeter animos servant. Admirable. On ne peut qu'applaudir devant le singulier talent avec lequel l'historien latin a su transcrire dans sa propre langue la vieille animosité de l'historien grec contre les Athéniens. Tiraillé qu'il était d'ailleurs entre 2 griefs contradictoires, puisque, après avoir condamné, on s'en souvient, et en termes très vifs, leur politique de neutralité, ils fustigeaient maintenant la légèreté aveugle avec laquelle ils avaient déclenché la guerre. C'est que, pour reprendre le fil de l'histoire, à travers le résumé qu'en a donné Tite-Live, un résumé certainement par rapport à Polybe, tout était parti d'un incident mineur. 2 jeunes acarnaniens, pendant les jours d'initiation, per initiorum dies, étaient entrés sans être initiés, non initiati, dans le temple de Cérès, avec le reste de la foule, cum cetera turba. Ignorant qu'ils commettaient un sacrilège, c'est la version de Polybe et de Tite-Live,
Imprudentes religionis. L'expression est intéressante. On aurait voulu savoir comment Polybe exprimait cette idée d'un crime commis par ignorance contre la religion. Relevons d'abord ce qu'apporte ce témoignage sur la fête des mystères d'Éleusis, car il ne peut s'agir que d'eux, bien que l'historien, résumant à l'excès, encore une fois, n'ait pas jugé bon de les localiser. Et, si l'affaire avait eu pour théâtre l'Éleusignon d'Athènes ou le sanctuaire d'Agra, lieu de célébration des petits mystères, la chose aurait vraisemblablement été précisée. On voit donc que la fête attire des étrangers. Ces jeunes gens sont venus à 2 ou 3 d'une région déjà assez lointaine, à l'ouest de l'Étolie. Les spondophores avaient dû parcourir les villes de cette région pour annoncer la trêve sacrée des mystères, sans trop savoir apparemment ce qu'était cette cérémonie. Ces jeunes Acarnaniens attirés par la célébrité de la fête. Ayant donc fait le déplacement jusqu'au sanctuaire des 2 déesses, ils ont voulu tout voir d'un seul coup, comme des touristes trop pressés. Ils ont ignoré que l'initiation avait ses règles et qu'il fallait y aller par étapes. On ne pouvait parvenir à la contemplation de la divinité, à l'époptéia, qu'à la phase finale de l'initiation, à moins d'avoir le pouvoir de tout bousculer, comme jadis le roi Démétrios. Ce qui surprend, c'est qu'il n'ait pas été mieux contrôlé à l'entrée du temple de Cérès, pour reprendre l'expression de Tite-Live, c'est-à-dire au seuil du Télestérion. Apparemment, en raison de l'affluence, ils sont passés inaperçus du service d'ordre, des épimélètes, des mystères et de leurs subordonnés. C'est après coup seulement, en manifestant trop bruyamment leur perplexité, si l'on retourne au texte, posant des questions incongrues, absurde quaedam percunctantes, c'est toujours dans votre texte, avec un accent étranger prononcé, ce qui ajoutait à leur crime pour une oreille attique, qu'ils provoquèrent l'alarme. On les traîna devant les préposés du sanctuaire, les templi antistites, très certainement le hiérophante, peut-être l'archonte roi en personne, dont on a vu le rôle dans cette cérémonie. Est-ce ce conseil sacerdotal érigé en tribunal qui les condamna à mort pour ce crime indicible ob infandum scelus et qui les fit exécuter. Il se peut certes que Tite-Live soit allé un peu vite en besogne, on s'étonnerait que les accusés n'aient pas été déférés devant un tribunal approprié, encore que la présence du basileus, l'archonte roi à Éleusis, ait pu suffire à rendre la sentence exécutoire. Toujours est-il, car de cela on ne saurait douter, c'est qu'il y eut mort d'homme pour crime religieux. Le plus scandaleux peut-être dans cette affaire, c'est qu'une telle condamnation ait été prononcée et exécutée alors que tous les pèlerins devaient en principe être mis au bénéfice de la trêve sacrée, ces spondales que les Athéniens allaient quémander par tout le pays par l'intermédiaire de leurs spondophores. On comprend donc l'émotion des Acarnaniens. En apprenant la chose, ils envoyèrent une ambassade à Athènes pour demander réparation du tort qu'on leur avait fait. L'histoire ne dit pas exactement, mais on voit seulement que très rapidement, ils députèrent vers le roi de Macédoine, car Philippe était leur allié de longue date et le protecteur de leur indépendance récemment recouvrée. Le roi, certes, n'était pas en Macédoine à la date de l'événement, que tout le monde s'accorde à placer en 201. Il menait alors un siège fort loin, en Carie, à Barguilia, mais il put faire savoir aux Acarnaniens qu'il les appuierait dans leurs mesures de représailles à l'encontre d'Athènes, trop content sans doute de pouvoir à peu de frais susciter des embarras à cette cité qu'il haïssait entre toutes. Les Acarnaniens ne se firent pas dire 2 fois, malgré l'éloignement, en profitant de certains relais inconnus de nous, ils firent une première incursion en terre attique, mirent le pays à feu et à sang, et en ramenèrent un butin varié. Les hostilités étaient ainsi enclenchées, mais localement seulement, et sans déclaration. C'est un peu plus tard seulement, postea, conclut provisoirement l'historien latin, que les adversaires,
en vinrent à une guerre en règle, bellum justum, factum, déclarée en bonne et due forme par le moyen de décrets. On essayera de comprendre vendredi prochain quelles furent les étapes de cette marche vers la guerre généralisée, entraînant l'intervention de Rome contre Philippe de Macédoine et à terme un bouleversement des rapports de force dans l'Orient hellénistique. Il s'agira en particulier de distinguer beaucoup mieux qu'on ne l'a fait jusqu'ici les deux décrets relatifs à l'action de l'Athénien Képhisodoros, l'un connu depuis toujours à travers un résumé assez substantiel de Pausanias, l'autre apparu en 1933 et souvent étudié depuis, mais incorrectement daté, pensons-nous, et dès lors interprété de travers par tous les historiens. Je vous remercie.